Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous devez déjà le savoir, on est en plein bull run, quasiment tous les actifs sont haussiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur les basiques, sur le Bitcoin et sur l'Ether. On va voir est-ce qu'il y a encore de la marge de progression à la hausse, est-ce qu'on peut s'attendre à une correction. Pour ça, on va également parler de l'arrivée des futurs sur le CME pour l'Ether, ce qui pourrait vraiment changer la donne. Et de façon un peu plus globale, on va regarder également la Bitcoin dominance et on va regarder l'Ether face au Bitcoin. Est-ce qu'il y a des chances que l'Ether continue de surperformer le Bitcoin dans un futur à moyen long terme? Avant de débuter, petite annonce, Diabolo migre sur Discord. Donc on a ouvert le Discord public cette semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera un peu moins présent sur Telegram. Discord permet vraiment d'avoir plus de salons et c'est beaucoup plus clair pour la lisibilité. Donc si vous n'êtes pas déjà présent, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou, vous avez le lien qui s'affiche sur la vidéo. On passe maintenant à l'actualité concernant l'Ether. Si vous avez suivi un peu les dernières nouvelles, sur l'Ether, on va avoir un contrat futur qui va être lancé par le CME. Donc je rappelle, le CME, c'est une des plus grosses bourses mondiales pour les produits dérivés. Vous connaissez déjà sans doute le contrat Bitcoin CME, qu'on peut retrouver sur TradingView, et il va y avoir donc un contrat sur l'Ether, donc toujours sur le CME. Donc à partir de là, on peut se demander quel peut être l'impact pour nous. C'est vrai qu'il existe déjà des contrats futurs sur l'Ether. Vous avez FTX, vous avez Binance qui proposent déjà des produits futurs sur lesquels on peut acheter ou vendre indifféremment. Mais la grosse différence avec le CME, c'est que le CME, c'est un marché qui est régulé. Et comme c'est régulé, c'est là-dessus que vont se positionner les grosses institutions, celles qui ont vraiment du poids. Les gérants d'actifs qui ont des centaines de millions à dépenser, voire des milliards, ils vont se placer sur des marchés régulés. Donc on peut se dire qu'il va y avoir vraiment des poids lourds qui vont arriver dans le marché. Pour ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs du marché futur, la différence majeure, c'est que sur le marché des futurs, on peut vendre un actif aussi facilement qu'on peut en acheter un. Si vous avez un Bitcoin par exemple à 40 000, vous prenez une position vendeuse. Si le Bitcoin baisse à 30 000, vous avez gagné 10 000, vous gagnez la différence à la baisse. Donc ça veut dire que vous pouvez être vendeur de Bitcoin même si vous n'en avez pas. Donc ça change vraiment la donne. Et si on regarde le Bitcoin sur le CME, quand il a été introduit sur les marchés ici, on était en décembre 2017, c'est ce qui a coïncidé avec l'énorme chute du Bitcoin. C'est à l'époque où on était aux 20 000 et on est passé quelques mois plus tard aux 3 000. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est avec l'arrivée des contrats futurs sur le CME pour l'Ether, est-ce qu'on risque d'assister à une chute comme on avait eu sur le Bitcoin lors du lancement des contrats futurs? Alors honnêtement, personne ne peut le dire avec certitude. C'est pas parce que ça s'est passé sur le Bitcoin que ça va se passer sur l'Ether. Donc je vais simplement vous livrer mon avis personnel. Et je suis pas du tout certain qu'on ait vraiment une baisse sur l'Ether, en tout cas une baisse qui va durer longtemps. Si on veut comparer, la situation du Bitcoin en 2017 n'était pas du tout la même que l'Ether en 2021. À cette époque, c'était principalement des petits porteurs qui avaient du Bitcoin et l'écosystème crypto n'était pas encore adopté massivement comme c'est en train d'être le cas. Actuellement, il y a des grands groupes cotés en bourse qui ont acheté du Bitcoin, qui ont des réserves en Bitcoin qui sont très importantes. Ça veut dire qu'ils sont exposés à la variation du Bitcoin eux-mêmes. Un groupe par exemple coté en bourse comme MicroStrategy qui pèse 1,5 milliard du milliard, il a dit détenir 70 000 Bitcoins. Donc vous imaginez bien qu'il n'a pas envie que le Bitcoin retombe un jour à 3 000 $. Donc maintenant qu'on a des grands acteurs qui ont du Bitcoin ou d'autres cryptos d'ailleurs, c'est quand même un élément qui risque de stabiliser un peu le marché parce que ces poids lourds ont leur intérêt dans la crypto et ne vont pas vouloir la laisser chuter fortement. Revenons maintenant sur l'Ether qui nous intéresse pour son introduction sur les marchés futurs. C'est vrai que l'Ether n'a pas le poids du Bitcoin encore, mais il y a quand même un bon engouement pour l'Ether. C'est une des cryptos majeures avec le Bitcoin. Sur cette news par exemple, on voit que Grayscale, donc le plus gros gérant d'actifs numériques, a reçu plus d'Ether que de Bitcoin récemment sur ses fonds, et l'article date du 4 février, donc il y a 3 jours. Donc c'est intéressant de constater qu'ils ont reçu plus de flux en Ether qu'en Bitcoin dernièrement, avant qu'on ait justement l'Ether sur le marché futur. Donc ça peut être déjà un premier indice. Là, si on regarde un peu le détail, ils ont reçu 38 millions de dollars pour l'Ether, alors que dans le même temps, ils avaient reçu que 9 millions de dollars sur le fonds en Bitcoin. Un autre article du lendemain même annonçait 76 millions de dollars d'Ether, ce qui amène d'ailleurs à plus de 4 milliards de dollars d'actifs sur l'Ether pour Grayscale.
Et c'est aussi pour ça que je me dis, vu qu'il y a des fonds qui ont des fortes expositions à l'Ether, ils n'ont pas intérêt à ce que l'Ether forcément explose comme l'avait fait le Bitcoin fin 2017. Donc c'est aussi pour ça que je suis vraiment pas sûr qu'on ait une grosse baisse sur l'Ether avec l'introduction des marchés futurs. On aura peut-être plus de volatilité dans un premier temps, mais il faut aussi savoir que à l'ouverture des futurs en général, les volumes sont vraiment ridicules. Même en 2017, quand le contrat futur sur le Bitcoin s'est lancé, même si on a eu une énorme chute du Bitcoin après, les volumes sur le marché futur étaient vraiment minuscules. C'est aussi pour ça que le rapport de cause à effet entre l'ouverture des futurs et la dégringolade du Bitcoin à l'époque n'est pas forcément reconnu par tout le monde comme ayant été le déclencheur de la forte chute du Bitcoin à l'époque. On va passer à l'analyse du Bitcoin face au dollar. Alors l'analyse, c'est pas la plus simple, parce que quand on est sur des niveaux historiques comme ça, on n'a pas beaucoup d'éléments antérieurs pour avoir des niveaux de prix à viser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec les outils qu'on a. Donc pour estimer des poursuites haussières quand on est sur l'ATH actuel, sur les points les plus hauts qu'on ait jamais fait, la première méthode, c'est travailler ça avec des extensions de Fibo. Si je trace mon extension de Fibo entre le point haut ici de juin 2019 et le point bas qu'on a fait par la suite ici en mars 2020, donc je prends cette vague de baisse et je regarde les Fibo d'extension qu'on a au-dessus. Les Fibo classiques, c'est 161,8, 261,8, 361,8. Donc pourquoi ces nombres? C'est simplement les nombres d'or de Fibonacci. Donc c'est des niveaux qui sont souvent pris en compte par le marché comme des niveaux de support ou de résistance selon le sens. Si on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est relativement propre. Le premier niveau ici d'extension, à 161,8, on l'a testé, petite baisse, et on l'a cassé à la hausse. Ça, quand ça arrive, ça veut dire qu'on a cassé en fait une résistance à la hausse, et si on casse une résistance, ça montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs. En général, le mouvement de hausse se poursuit. Donc là, on l'a cassé, on a poursuivi jusqu'au Fibo 261,8. Là, il n'y a même pas eu de pause. Donc encore une fois, on l'a cassé à la hausse. Vu qu'on le casse, on va chercher le niveau suivant à 361,8. Et cette fois-ci, ce niveau, regardez, a bien fait résistance. Là, on voit que ça a bien arrêté les cours. On a fait des petites mèches au-dessus. On l'a retesté la semaine suivante. On le reteste cette semaine. Mais en tout cas, c'est ça qui a déclenché la baisse ensuite pendant 2 semaines. Et cette baisse, elle a été canalisée par le Fibo 261,8. Rappelez-vous le Fibo qu'on avait cassé à la hausse. Vu qu'on l'a cassé à la hausse, on a cassé la résistance devient ensuite un support. Et là, ça a servi de support pour les prix et on repart attaquer le Fibo suivant. Donc là, pour moi, ce qu'il faut guetter en format hebdo, c'est est-ce qu'on va réussir à casser ce Fibo 361,8 qui est à 40 138. Si on arrive à le casser à la hausse, normalement, c'est un signal de poursuite haussière. Tant qu'on n'a pas réussi à le casser à la hausse, on pourrait très bien repartir à la baisse, revenir tester le support à 30 000, le Fibo en dessous. Donc là, ça nous donne au moins un scénario de trading. Si on casse les 40 000, c'est plutôt un signal de poursuite de la hausse. Si on n'arrive pas à les casser, et tant que c'est pas fait, attention, on pourrait rebaisser jusqu'aux 30 000. Ensuite, on peut également tracer un Fibo sur cette vague de baisse. Donc le sommet des 20 000 et le point bas des 3 000 et quelques. De la même façon, on a une grande vague de baisse, on a des niveaux de Fibo en jaune, et on aurait un Fibo au-dessus d'extension à 261,8. Donc ça peut être l'objectif, si on arrive à casser ce Fibo ici en rouge, ça peut être l'objectif de la poursuite haussière dans un premier temps. Ça nous ramènerait à 46 000. Alors ce niveau me plaît à 46 000, donc je rappelle, ce niveau, il faudra le viser uniquement si on arrive déjà à casser le niveau des 40 000 sous lequel on est. Mais si on arrive à le casser, ça peut être le prochain objectif, donc à 46 300. Et ce niveau, on le retrouve avec une autre méthode. Donc ça va être l'occasion d'aborder une autre méthode justement pour voir des niveaux. On va regarder les points pivots. Les points pivots, c'est un indicateur très simple. Ça vous met sur votre graphique des niveaux pivots. Et les niveaux pivots, c'est simplement des supports et des résistances pour les cours. En fait, c'est simplement une moyenne. Là, c'est des pivots annuels. Ça veut dire qu'ils débutent en 2021, ici, et ils se basent sur l'année 2020. Ils regardent en 2020 le point bas, le point haut et le cours de clôture. Et ils font la moyenne de ces 3 éléments pour nous mettre le point pivot, qui est noté P. Là, en fait, c'est la moyenne de l'année précédente. Et après, il y a des niveaux en dessous S1 et des niveaux au-dessus R1, R2, etc.
c'est des niveaux intermédiaires, des étapes en fait, des paliers qui montrent des résistances à la hausse ou des supports à la baisse. Donc là, ce qu'on voit, c'est que par rapport au point pivot de l'année dernière, on est au-dessus. Normal, hein, le point pivot était à 20 000, donc 20 000, c'était le niveau moyen de l'année dernière. Ensuite, on a réussi à monter. Donc en début d'année, forcément, c'était hyper bullish. Et regardez, on a été bloqué par le premier niveau à la hausse, le niveau R1. Donc je vous ai dit, à la hausse, c'est des résistances. Donc on a testé un peu de le passer, mais pour l'instant, on est toujours proche de ce niveau. Si on arrive à passer le niveau R1, vu que c'est une résistance, eh ben, ça veut dire qu'on va probablement continuer à monter jusqu'au niveau au-dessus, qui est le niveau R2 qu'on voit ici. Et ce niveau R2, eh ben, on peut le cumuler au Fibo qu'on a vu en jaune à 261,8. Je vais dézoomer un peu. Au Fibo d'extension de cette vague de baisse. Donc là, on aurait un cluster en fait de deux niveaux. Le niveau R2 des points pivots annuels et l'extension de Fibo. Donc on aurait une double résistance. Du coup, pour moi, c'est l'objectif à viser si on arrive à casser les 40 000. Et donc, ça serait les 46 300. Si jamais dans le futur, on arrive à casser cette résistance à la hausse, eh ben, les prochains niveaux qu'on peut cumuler à la hausse, c'est le R3 qu'on a ici, qu'on pourrait cumuler au Fibo d'extension à 361,8. Donc cette extension à la hausse, on aurait un double niveau à 62 800. Alors entre-temps, il y aura le niveau des 50 000 qui va être dur à franchir parce que c'est un chiffre psychologique. Mais vous voyez, en travaillant avec les extensions de Fibo et avec des points pivots, eh ben, ça nous permet de voir des niveaux de support et de résistance et d'adapter un plan de trading en conséquence. Si on casse cette résistance, on va chercher la prochaine. Après, c'est une résistance, peut-être que les cours vont baisser un peu en dessous. Et on aura du coup un support ici à 40 000, etc. Donc ça vous permet vraiment de faire des plans de trading. Alors, ce n'est pas les outils les plus précis qu'on ait, mais en l'absence d'autres façons d'analyser les cours, vu qu'on est sur des sommets historiques, ça nous donne au moins des niveaux pour nous faire des plans de trading et pour tenter le coup sur ces niveaux. On passe au market cap BTC dominance. Alors, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques semaines, on baisse. Donc le Bitcoin a tendance à moins performer que les autres. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on est sous cette oblique en rouge, donc oblique long terme qui débute en janvier 2018. On l'a franchi ici à la baisse. On l'a retesté ici et là avec un pullback un peu profond, mais pour l'instant, il y a un rejet du niveau. Donc là, on risque encore de baisser encore plus. Et à plus court terme, on est dans un espèce de canal d'élargissement en orange. Point haut, point haut, point haut, point bas, qu'on reteste actuellement. On a méché un peu en dessous, mais pour l'instant, on est sur un petit support. On peut regarder ça en format journalier. En journalier, c'est encore plus propre. On voit bien le rebond ici. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que soit on casse ce support à la baisse, ça veut dire que la dominance va encore baisser beaucoup plus, soit on arrive à rebondir comme c'est le cas depuis un jour et demi maintenant, et peut-être qu'on retournerait tester cette oblique en rouge, on repasse en format hebdo, qu'on reviendrait tester cette oblique par en dessous pour faire un nouveau test. Donc là, voilà les deux scénarios. L'avantage, c'est que là, on est sur un niveau de support. Si ça baisse encore sous le niveau, on pourra se dire qu'on aura cassé un support et qu'il y aura un risque de chute plus profonde. Si on rajoute d'ailleurs les points pivots en format annuel comme on a fait avant avec le Bitcoin, on voit qu'on est sous le point pivot de l'année, ici. Donc on est passé en dessous, et là on teste le premier support, le S1. D'ailleurs, on rebondit dessus en même temps. Donc là, c'est vraiment ce niveau qui est intéressant. Si on repasse sous le niveau des 60, ça veut dire qu'on pourra estimer qu'on a cassé le support S1, qu'on a cassé également d'un point de vue chartiste l'oblique, et donc il y aurait des chances de poursuite baissière. Dans un premier temps, revenir sur les points bas ici, à 57, et après, si ça continue à baisser, le prochain support, si on se base sur les points pivots, il serait à 52. Et ça correspondrait au point bas qu'on a ici à l'horizontale. Donc voilà, c'est ça qu'il faut suivre pour moi pour la dominance, pour ceux qui se basent dessus pour trader. Là, on est sur un petit support. Si le support tient dans les prochaines semaines, on pourra espérer un rebond de la dominance. Par contre, si on passe sous les 60, là, ça voudra dire qu'on aura franchi un support assez fort et il y aura des forts risques de poursuite baissière. On passe à l'Ether face au dollar en graphique mensuel. Donc avant d'analyser, je vous rappelle qu'on a les contrats futurs qui vont ouvrir sur l'Ether. Donc restez relativement méfiants. C'est dur de savoir ce qui peut se passer par la suite. Est-ce que ça va faire comme le Bitcoin quand il y a les futurs et chuter fortement, ou est-ce que cette fois-ci ça va plutôt pousser les cours à la hausse?
personne ne peut vous le dire avec certitude. Donc soyez prudents, mettez des stops à vos positions. En graphique mensuel, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même cassé les plus hauts historiques hein, ce mois-ci. On avait testé avec une mèche haute le mois dernier. Ce mois-ci, on est en train de les casser assez franco. Donc, si on raisonne de la même manière que ce qu'on a fait pour le Bitcoin, qu'on trace un Fibo sur toute la jambe de baisse, en extension, on aurait le Fibo 161,8 à 2237. Ça peut être l'objectif hein, pour ceux qui tradent à long terme. C'est pas du tout un objectif inatteignable. Hein. L'Ether a des très très bons fondamentaux, c'est super haussier. Il n'y a pas de raison qu'on l'atteigne pas un jour ou l'autre. Donc ça peut être le niveau à viser pour le long terme. Maintenant, en support, si jamais on devait corriger, eh ben, on aurait l'ancien sommet qui fait support à l'horizontale. Hein. On serait vers les 1400. Si ça baisse un peu, ça peut être un niveau pour vouloir renforcer. Hein. On ferait simplement un throwback sur la zone. Et en théorie, c'est une zone pour recharger pour les achats. On va également regarder les points pivots comme on a fait pour le Bitcoin. Alors, on voit qu'on est super haussier. Hein. Le point pivot de début d'année était ici. On a explosé en ligne droite. On a cassé le R1, le R2. Et là, on teste le R3. Donc, c'est un niveau de résistance. Hein. Tant qu'on ne l'a pas franchi en format mensuel, on peut considérer que la résistance tient. Si jamais on cassait donc, le point pivot à 1637, si on le cassait, on pourrait en théorie aller chercher le niveau R4 à 2082, sachant que les 2000 hein, sur les terres, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique, on risque d'avoir pas mal de mouvements si jamais on s'en approche. On passe en graphique journalier et j'ai rajouté Ishimoku sur le graphique. Là, on va essayer de trouver des points d'entrée à court terme, on va dire. On a vu le graphique avant mensuel, on n'a pas forcément envie d'attendre des semaines et des semaines pour tenter de prendre des positions. Donc il faut regarder à plus court terme pour trouver des points d'entrée intéressants à court terme. Hein. Si jamais l'Ether devait aller chercher les 2000, on aimerait bien être dedans ou avoir renforcé les positions. Donc en format journalier, assez basiquement avec Ishimoku, hein, on a une belle tendance haussière. La Kijun en bleu chez moi, c'est un niveau de support important avec Ishimoku. Et ce niveau de support qu'on a ici, à ce moment-là, si on trace un trait à l'horizontale, on voit que ça correspond également aux anciens sommets. Regardez, point haut, point haut, point haut. Donc c'est une zone, d'un point de vue graphique, qui est intéressante. Elle a fait baisser les cours 3-4 fois avant qu'on la casse à la hausse. On l'a cassé, donc maintenant c'est un support si on baisse. Et ce support, c'est également un support avec l'Ishimoku. C'est le support de la Kijun ici, qui fait très souvent rebondir les cours. Hein. Comme ici, rebond sur la Kijun. Ici, rebond sur la Kijun. Donc, toujours pareil, on peut miser sur un rebond. Si on vient dans la zone, donc c'est 1377 la zone. Pour moi, ça peut être une zone sur laquelle on peut tenter des petits achats en espérant que les cours repartent à la hausse. Alors si on achète, hein, l'objectif c'est de laisser courir la position pour aller chercher vraiment les 2000, voire au-dessus pour de long terme. Mais si on teste, il faut tenter avec un stop un peu en dessous, un stop serré. Hein. Là, on ne joue pas pour du long terme. Si on entre en graphique journalier, il ne faut pas avoir un stop à 20%. Donc là, la zone des 1377, c'est une zone intéressante pour tenter des achats. Pour maintenir le scénario, il ne faudrait pas qu'on casse la Kijun en bleu pendant plus d'un jour ou deux. On peut passer légèrement en dessous, mais vous voyez, en général, normalement, la Kijun fait rebondir les cours. Là, on l'a testé, on a clôturé très légèrement en dessous, mais vous voyez, dès le lendemain, on est repassé au-dessus. Là, pareil, rebond dessus, rebond. Vous voyez, on a plein de rebonds dessus, donc si on la reteste, le but, c'est de tenter un achat, un stop un peu en dessous. Si jamais on la casse vraiment à la baisse en clôture, là, il faudra sortir, mais c'est une bonne zone de rebond. On passe à l'Ether face au Bitcoin. En graphique hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que depuis 2019, on est entré dans une tendance haussière. En graphique hebdo, hein, on voit bien des points hauts alignés à la hausse, des points bas alignés à la hausse. Même si on a des belles phases de correction baissière parfois, la tendance de fond est haussière. Donc concrètement, l'Ether surperforme le Bitcoin. Voyons ce qu'on pourrait viser si la hausse se poursuit en tendance haussière. Les cours ont des bonnes chances de faire des nouveaux plus hauts de plus en plus haut, donc continuer à monter. Donc si on trace un Fibo de retracement de toute la vague de baisse qu'on a ici, on voit qu'on a testé pour l'instant le premier Fibo à 23,6. On l'a testé ici ou là quasiment. C'est un Fibo réputé plutôt faible, hein, c'est un Fibo mineur. Le premier vrai Fibo en général, quand on a un changement de tendance et que les cours vont tester, c'est le Fibo à 38,2. Ça nous ramènerait à 0,057 à peu près.
Donc on voit qu'il y a encore pas mal de marge à la hausse, hein. Si jamais la tendance haussière doit durer, eh ben, c'est le prochain objectif à aller viser. En plus, c'est les anciens points bas qu'on a ici. Donc c'est un niveau assez logique d'un point de vue graphique. Si jamais on passe notre graphique en mensuel, alors là, on peut y voir une espèce d'épaule tête-épaule inversée dessinée en jaune ici. Donc c'est une épaule tête-épaule légèrement inclinée, avec cette oblique inclinée. On a deux épaules qui sont également un peu inclinées, donc c'est plutôt normal. Et en fait, on est en train de tester potentiellement ici la ligne de coup. Donc en format mensuel, il faut attendre la clôture mensuelle du mois. Selon comment on trace ici la ligne, on peut également voir un niveau à l'horizontale, hein. Là, si je prends les points hauts, certes là on l'a pas retouché, mais on voit que c'est une zone assez forte. Donc on est en train de la tester. Si jamais en clôture mensuelle, on devait clôturer un peu au-dessus, hein, vers les 0,4250, eh ben, ça pourrait être un signal comme quoi l'épaule tête-épaule est validée. Et dans ce cas-là, ben, en gros, grosso modo, hein, c'est la taille de la tête qu'on reporte à la cassure, l'objectif, ce qui nous ramènerait en gros à 0,0675 à peu près. Donc là, on voit qu'il y aurait un énorme potentiel de hausse. Encore une fois, le petit bémol, c'est que soit on trace un niveau horizontal, soit, si on veut être académique, hein, on est censé avoir une ligne de coup comme ça légèrement inclinée. Dans ce cas-là, pour l'instant, on voit qu'on est en train de la tenter, mais on n'a pas encore de cassure de la ligne de coup dans tous les cas. En format mensuel, on est légèrement au-dessus, mais il faut attendre la clôture mensuelle, hein, surtout avec les contrats futurs sur les terres. S'il y a beaucoup de mouvements et que les terres baissent, eh ben, on risque de clôturer le mois sous la ligne de coup en vert, et donc la figure ne serait pas validée. Si on revient à plus court terme, on revient en graphique même journalier. En journalier, on est dans un espèce de petit canal haussier comme ça. Donc méfiance, hein, on est sous le haut du grand canal rouge baissier. Donc on l'a testé 2 fois, là ça rebaisse un peu. On va tester bientôt, je pense, le bas de ce canal baissier. Si on le franchit par le bas, peut-être qu'on pourrait retourner tester le bas du grand canal, hein, en hebdo qu'on a ici. Donc ça pourrait baisser beaucoup. Donc attention avec le timing pour ceux qui veulent acheter. En cas de sortie par le bas du canal, on pourrait avoir une baisse un peu plus conséquente. Ça ne change pas le fait que la tendance de fond reste haussière, hein, sur l'actif, mais ça pourrait laisser présager vraiment une correction assez importante. Surtout qu'actuellement, on a une divergence baissière sur un RSI ici, donc divergence baissière sur l'indicateur, donc ça annonce plutôt une poursuite de la baisse. Donc si on continue à baisser, le canal va être cassé par le bas. Donc vous précipitez pas pour des achats sur l'Ether face au Bitcoin, je pense. Soit vous attendez calmement la clôture mensuelle de février, voir si l'épaule tête épaule qu'on a vu avant en hebdo est validée ou pas. Soit vous regardez au jour le jour, mais méfiance, parce que là si on sort du canal par le bas, ça pourrait générer un mouvement de baisse. On a fini avec la vidéo hebdo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et partager, et n'oubliez pas, restez méfiant avec l'Ether qui arrive sur le futur. Il pourrait y avoir des mouvements qui sont difficilement prévisibles et il pourrait y avoir un vrai regain de volatilité. Donc mettez des stops et soyez prudents sur vos entrées. Salut tout le monde, bon week-end.